enregistre. Coucou, c'est Léna. Alors aujourd'hui, je fais un petit zoom pour vous la présenter. Enfin, je vais la laisser se présenter. C'est Léna, qui es-tu? Alors, bonjour. Merci de m'accorder ce temps précieux. Je m'appelle Selena Lunardi, j'ai 35 ans. Je suis coach consultant en éducation et parentalité et je suis aussi maman de 3 enfants âgés de 6 ans, 3 ans et 15 mois. D'accord. Pour Et la petite. donc moi, je tenais à présenter Selena aujourd'hui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je connais depuis très longtemps, même si on n'a pas eu trop l'occasion de se voir souvent. Et j'adore ton énergie, j'adore ta positivité. Et donc, du coup, je me suis dit que tu es quelqu'un d'intéressante et qui mérite d'être connu. Voilà. Merci, ça me touche. Et donc, du coup, comment tu en es arrivée à devenir coach en Coach. parentale? Alors, je vais d'abord présenter, si tu veux bien, je vais d'abord dire en quoi ça consiste, Ah bah oui. voilà, Mm. pour expliquer aux gens ce que c'est exactement. Et après, je te dirai voilà, comment j'en suis arrivée là et mon parcours. Ok. Alors, comme je disais, je suis coach consultant en et, éducation et parentalité. Et je pèse bien mes mots. Pourquoi? Alors, c'est quoi un coach? Il y en a deux qui s'appellent parentaux. C'est des coachs parentaux, des coachs parentales. Euh, je trouvais que c'était un peu réducteur de s'adresser que aux parents. Et finalement, je m'adresse à une sphère, un public beaucoup plus large que juste les parents. C'est pour ça que j'ai choisi d'appeler mon métier comme ça. Donc, éducation pour le côté pro, puisque je forme également les professionnels de la petite enfance, les éducateurs, j'interviens dans les écoles, et parentalité, puisque ça s'adresse voilà, aux parents, à la sphère familiale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je propose des consultations, tout d'abord, pour aider les familles, les parents, les enfants, à dénouer leurs problématiques relationnelles. On traverse tous à des moments, quand on est parent, des problématiques, on peut se poser des questions, où on se demande pourquoi mon enfant il agit comme ça, moi je n'arrive pas à le gérer par exemple, ou comment je peux accompagner mon enfant, je ne le supporte plus, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, j'ai envie de retrouver du plaisir avec lui. Il y a tout un tas de situations qui peuvent se présenter dans la vie et qui nous amènent à un moment donné ne plus savoir comment faire, ou encore parce qu'on ne nous a pas fourni à la maternité le guide de comment ça fonctionne un enfant. Et qu'en fait, c'est normal des fois de se demander si on fait bien ou si on ne fait pas bien certaines choses, en fait. Parce on n'a pas forcément conscience que un enfant, ça ne fonctionne pas comme un adulte. Et moi, je suis là, en fait, pour donner de l'information aux parents, les accompagner dans la bienveillance en leur offrant un cadre sécurisant, une écoute empathique, bienveillante. Et ensuite, je leur permets d'accéder, je leur permets, oui, mon rôle à moi, c'est de faire émerger leur objectif. C'est-à-dire quand ils viennent me voir, voilà, ils arrivent avec une problématique. Et derrière, moi, je les invite à me dire qu'est-ce qu'ils voudraient, c'est quoi leur objectif. Et une fois qu'on a fait tout ça ensemble, et qu'on a mis en lumière cet objectif, là, je vais donner de l'information s'il y a besoin de donner de l'information. Je vais expliquer les stades de développement de l'enfant. Je vais proposer des outils que les parents ou les adultes vont essayer de mettre en place au quotidien. Et l'objectif final, c'est quand même de retrouver un équilibre familial harmonieux, des relations apaisées, dans le respect, et j'insiste bien là-dessus, de l'enfant et de l'adulte. Que les besoins soient respectés de tout le monde en réalité. Donc voilà, je propose des consultations. Je propose aussi des ateliers parents. Les ateliers parents sont des formations en petits groupes
on va dire 6-10 personnes maximum. Voilà, où on fait de la pratique, hein, clairement. Et on échange sur nos vécus et ça rassure beaucoup aussi de se dire: «Ah ben non, je ne suis pas le seul, hein, à affronter ces problématiques». En réalité, on affronte souvent les mêmes problématiques dans nos vies de parents. Donc c'est assez chouette ce moment. Et les parents ont l'occasion de décortiquer ce qui se passe vraiment chez eux et de repartir avec des outils concrets. Je fais aussi des formations pour les professionnels. J'interviens dans les centres sociaux et je donne aussi des conférences à l'occasion sur diverses thématiques liées à l'éducation et à la relation adulte-enfant en général. Eh ben, Donc, ça fait beaucoup de choses. Bah, c'est vrai que ça a l'air super intéressant, surtout, voilà, moi la première re qui suis, maman également, d'un petit garçon, c'est vrai que c'est pas toujours évident et des fois on a des problématiques, on a l'impression d'avoir essayé toutes les stratégies et qu'on connaissait, mais c'est justement, parce qu'on se limite à celles qu'on connaît et on n'a pas toujours l'occasion de bah, justement la connaissance, des autres, choses possibles à mettre en place. Et c'est vrai que du coup, de prendre un intervenant extérieur, ça peut aider à déblayer, beaucoup de choses, quoi. oui, et puis c'est normal des fois de ne pas savoir. C'est pas une faiblesse. C'est vrai qu'en France, on a souvent cette tendance naturelle à se dire: «Ah, si je demande de l'aide, c'est parce que je ne suis pas capable». Les métiers du coaching en général ou de l'accompagnement, des fois, c'est vu un peu comme une faiblesse. «Ah, je vais consulter, mais du coup, ça veut dire que je ne suis pas capable», alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est plus un cadeau qu'on se fait à soi-même, en réalité. Je n'arrive plus à trouver une solution qui satisfait ma vie et du coup, je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider à faire émerger ce qui est bon pour moi et retrouver quelque chose de satisfaisant. Donc c'est plutôt j'ai tendance à dire ça, que c'est plutôt un cadeau qu'on se fait. Et on a tous le droit à un moment donné de ne pas savoir et de se sentir dans l'impasse. Et il y a toujours des raisons à ça. Mmh. Et complètement, c'est vrai que de toute façon, on est là, pour apprendre, hein, au final, même si on est devenu adulte, on est toujours, en apprentissage, Mmh, permanent. c'est sûr. Merci la vie. Oui, merci la vie. Oui, j'ai dit que je te disais du coup mon parcours, c'est ça? On Oui, s'était dit voilà, comment comment tu j'en en es suis arrivée là? arrivée alors, alors moi de base, hein, c'est pas mon métier d'origine, c'est une reconversion professionnelle. Donc à la base, moi j'ai un diplôme en économie et en commerce international et à la suite de ça, j'ai travaillé pendant 7-8 ans dans le marketing. Donc vraiment, rien à voir en fait avec la relation d'aide en soi, hein, à l'autre. Il y a eu deux éléments déclencheurs dans ma vie qui ont fait que j'ai changé de voie. C'est d'une part que j'ai fait un burn-out professionnel et 3 mois après ce burn-out, je suis tombée enceinte. Et en fait, très vite, j'ai su que j'avais vraiment à cœur d'accueillir cet enfant. Je commençais à me reconstruire sur ce burn-out et je me suis dit que j'avais plus envie de vivre comme ça, de la façon dans laquelle j'ai vécu voilà, ces dernières 10 années de ma vie, où je n'étais pas vraiment en connexion avec moi en fait, mais avec ce qu'on attendait de moi, donc plutôt les attentes extérieures et pas forcément connectée avec ce qui était mes sens de valeur à moi. Et, et donc j'ai su que j'avais envie de passer du temps en fait avec cet enfant et que j'avais envie de l'accueillir et de prendre du temps. Et je savais pertinemment que si j'allais reprendre mon travail tout de suite, eh ben, j'allais pas pouvoir en fait accéder à ça. Donc j'ai fait le choix de prendre un congé parental et pendant 15 mois, ça m'a permis de me reconstruire et ça m'a fait un grand bien. Et la maternité, elle est quand même venue changer beaucoup de choses dans ma vie, comme beaucoup de gens, hein. Beaucoup de femmes hein, qui ont un enfant. Oui, Hein. oui. C'est revenu redessiner, c'est revenu un petit peu redessiner ma carte du monde et la façon dont j'avais envie de vivre. Et donc, en fait, je me suis passionnée très vite pour tout ce qui était le développement de l'enfant, la psychologie. J'ai fait énormément de lectures. Ça m'a vraiment passionnée. Dès que j'avais du temps, je faisais que des lectures là-dessus. Je m'informais beaucoup.
Donc, j'étais moi-même j'essayais moi-même d'être dans ce courant respectueux de l'enfant, d'être à l'écoute. Et quand j'ai repris mon travail à temps partiel, puisque je voulais continuer à profiter de ma fille, hein, donc ça, c'était il y a 7 ans, 7-8 ans maintenant. Bon, il y a eu un moment donné, il y a eu que je ne pouvais plus continuer ma vie d'avant. Ça y est, j'étais arrivée au bout de tout ça. Et après ma rupture conventionnelle, ce qui est venu sceller mon choix, c'est d'avoir fait un bilan de compétences. Et clairement, en fait, c'est ça que je voulais faire. Donc, je voulais accompagner les autres parents. J'avais envie d'œuvrer pour le lien familial. C'était ma façon à moi de me dire que je vais contribuer à avoir un métier qui a du sens, parce que c'était important pour moi de faire un métier qui ait du sens, qui apporte de la valeur ajoutée, qui est dans l'humain et qui est dans le respect de l'autre. Donc ça, c'était vraiment les valeurs que je voulais dans mon nouveau métier. Et en même temps, j'avais envie d'être seule dans le sens de tester le fait de devenir entrepreneur. C'était vraiment un souhait que j'avais. Et donc, suite à ça, je me suis formée très vite tout d'abord en discipline positive en 2017, qui est une approche éducative basée sur la fermeté et la bienveillance, et qui a pour moteur l'encouragement. Et j'ai très vite commencé à donner des ateliers par an en discipline positive, j'en donne encore. Hein. Et tout de suite après, en fait, j'ai découvert que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et en même temps, je commençais à intégrer l'école d'Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa, qui est une personne assez connue hein, en France dans le domaine de la psychologie et de tout ce qu'elle a apporté. Elle a écrit de nombreux ouvrages hein, autour de l'éducation positive. Hein. C'est un peu une des pontes hein, en France, des personnes qui ont fait évoluer cette vision. Et donc, j'ai intégré son école, qui est un cursus sur 3 ans. Et donc, elle a développé une approche qui s'appelle l'approche empathique de l'enfant, qui est une approche intégrative, donc qui s'inspire en fait de différents courants de la psychologie humaniste. Et donc, on a pris le meilleur et elle a mis ça dans cette formation. Et que te dire de plus, cette formation, ça a transformé ma vie. Ça m'a transformée en tant que personne. C'est vraiment un booster, je pense, déjà dans le développement personnel. Et puis étant moi-même maman, forcément, je me suis mise à expérimenter moi-même hein, tout ça. Et puis, ça vient remuer pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est une formation que je conseillerais à tout le monde. Parce que ça fait vraiment, ça donne vraiment du sens. En tout cas, j'en suis très fière. Et aujourd'hui, je termine en juin cette année hein, cette formation. Je serai certifiée officiellement. Voilà, à l'approche d'Isabelle Filiosa. Mais je reçois d'ores et déjà des clients depuis cette année. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire? Voilà comment j'en suis arrivée là, en fait. Et j'ai très envie de continuer et je me sens pleinement dans mon chemin et je suis très heureuse d'accompagner les gens. C'est vraiment là où je me sens bien et à ma place. Ah bah ça, c'est super. Je pense que tout le monde devrait justement faire ce chemin vers son épanouissement et c'est génial, quoi. C'est génial. Et, Je le souhaite à tout le monde. mais oui, mais complètement. En tout cas, Clairement. et oui, justement, en plus de transmettre ça aux gens que tu accompagnes, puisque le fait d'être dans l'écoute de l'enfant, vu que ça va être des futurs adultes, on sait que si déjà dès l'origine, on fait en sorte que tout le monde s'épanouisse, ça deviendra des adultes aussi épanouis. Et c'est une façon de contribuer au monde de demain, au futur, que je trouve ça magnifique, quoi. Mhm. Clairement, après, mes premiers clients, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément les enfants. Mhm. C'est les adultes. Je travaille avec les adultes parce que les adultes aussi,
Mais ils ont besoin d'être compris aussi dans ce qu'ils traversent. Et c'est des fois un peu ce qu'on reproche à la parentalité positive, même si je n'aime pas spécialement ce terme, mais bon, tout le monde comprendra de quoi je parle en prononçant ces mots. On a l'impression que c'est un peu tout pour l'enfant, et parce que naturellement, on a plus d'empathie pour l'enfant que pour l'adulte, mais on a besoin d'abord de rejoindre l'adulte dans ce qu'il traverse, parce que quand on est parent, on se heurte en fait à notre propre enfance. On a tous été les enfants de quelqu'un, et le jour où on devient parent, il y a aussi, il y a aussi notre enfant en fait qui se réveille. Et notre place d'adulte, notre place d'enfant, notre place de parent. Et c'est comment dire, c'est pas forcément un long fleuve, un long chemin tranquille, quoi. Un long fleuve tranquille d'être parent. Et nos enfants ont la faculté on a l'impression qu'ils ont un détecteur pour appuyer là où ça vient nous chatouiller, hein. Et en réalité, ils nous offrent l'opportunité de régler des choses qui n'ont pas été réglées. Et ils ont ce sens, et ils sont là aussi pour ça, pour venir nous dire de façon inconsciente, hein, parce que c'est souvent inconscient, mais ah, là, il y a peut-être quelque chose à traiter là. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'adulte, en tant que parent, je me sens si énervée ou si heurtée quand mon enfant fait ça? Des fois, en réalité, ça parle beaucoup de nous. Ça parle beaucoup de nous-mêmes. Ouais, Parce que complètement, hein, c'est de formidables miroirs, hein. C'est des miroirs et en même temps, enfin, c'est des maîtres aussi spirituels parce qu'on se dit: «Bah, tiens, tout ce que je m'autorise plus à faire en tant qu'adulte», des fois, on brime l'enfant de s'autoriser à faire des choses parce que lui, il est dans sa joie, dans sa légèreté et on se dit: mais à quel moment moi j'ai perdu tout ça aussi en devenant adulte?» c'est vrai. Mmh. C'est vrai qu'on est beaucoup formaté, hein. Mmh. Dans notre enfance, voilà, la société est faite de cette façon où, entre guillemets, on doit aller à l'école à partir de tel âge. Ce qui est important, ce sont tels apprentissages, et au détriment certainement d'autres choses. Et aujourd'hui, on sait, grâce aux dernières recherches en neurosciences, parce que tout ça, c'est quand même pas sorti du chapeau, c'est Mmh. important de le préciser, mais aujourd'hui, nous avons des études scientifiques qui viennent à prouver par A plus B que si on agit de telle façon, eh ben, ça a une vraie conséquence sur le développement de l'enfant. C'est pas un mythe, c'est réellement prouvé. Donc aujourd'hui, alors là où nos parents, à nous, hein, où nos grands-parents ne savaient pas, et ben aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. C'est qu'aujourd'hui, on sait que certaines choses sont délétères, et que certaines autres choses, certains comportements, façon de parler, façon d'agir, et ben, permettent vraiment à l'enfant de s'épanouir, de développer son plein potentiel, et d'être dans une relation plus égalitaire, de sortir aussi de ce rapport adulte-enfant où l'adulte domine l'enfant. Donc, c'est vrai que c'est confrontant, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on fait partie d'une génération, notre génération particulièrement, où on est entre les deux mondes. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une stade de transition en termes de comment on fait dans notre parentalité, dans notre éducation avec les enfants. On a toutes ces nouvelles connaissances, on a tout ça, notre cerveau le comprend, Oui. mais Au niveau de on a l'intégration. oui, il y a l'intégration, et on ne sait pas forcément comment faire parce qu'avec nous, on n'a pas forcément été élevés comme ça. Donc, les premiers réflexes qui ressortent, ce sont souvent ceux que nous-mêmes nous avons reçus. C'est les chemins neuronaux, hein, qui se sont faits comme Mmh. ça. Donc, pour reconstruire des nouveaux chemins neuronaux, pour faire différemment, ça prend du temps. Et donc, on a aussi besoin d'être bienveillant envers soi-même, se dire que c'est pas grave si on n'a pas réussi. Je sais pas moi, je vais te donner un cas très concret. Si je m'énerve et que je crie sur mon enfant, et peut-être qu'après je vais culpabiliser, me dire c'est pas ça que j'aurais dû faire. Et en même temps, on est tous humains.
le but, c'est pas de plus crier. C'est sûr qu'on aimerait ne jamais crier, avoir toujours la bonne réaction, mais en même temps, ça, c'est pas réaliste. On est des humains. Et oui. Donc, on fait des erreurs. Et donc, heureusement, parce que du coup, en faisant des erreurs, on permet à nos enfants de voir que même adultes, on fait des erreurs. Du coup, ça leur donne la permission de faire des erreurs. Et en fait, ce qui compte le plus, c'est que derrière, on va lui parler à cet enfant. On va lui dire, je suis désolée, j'ai crié, je me suis sentie comme ça. Et c'est ça, en fait, qui compte, qui est le plus important. Parce que derrière, je vais aller réparer la relation. Et je vais mettre en place des actions qui vont me permettre de moins crier, qui vont tendre vers un chemin où on va être plus dans le respect mutuel. Mais c'est utopiste de penser qu'on ne va jamais s'énerver, plus jamais crier. Ce serait horrible d'ailleurs. Enfin, c'est pas la vraie vie. Mais quand bien même, le faire en conscience, quoi. Oui, oui, c'est important ça, porter de C'est la ça, confiance. Mmh. c'est ça. Complètement. Non, parce que je me dis: «Si ça me fait penser à moi, quand je crie et après je fais: "Bon, on reprend, respire. Alors Respire. tu vois Oui. là, je viens de crier, bon alors c'est parce que" Mais ouais, mais c'est complètement ça. Puis on le voit que même s'ils sont petits ou quoi, ils comprennent, tellement quoi. On a tendance à sous-estimer leur capacité de compréhension ou d'adaptation alors qu'en fait bah, déjà c'est des éponges, mais ils Mm. reproduisent le comportement, mais ils sont capables de transcender tout ça. Mmh. Oui. Ils ont, de par leur naturel, hyper connectés à la vie, hein, Mmh. naturellement. Ils sont joyeux, ils sont optimistes et ils n'ont pas encore, quand ils sont petits en tout cas, ils n'ont pas encore, entre guillemets, appris à garder les choses pour eux. Parce que s'ils gardent les choses pour eux, c'est parce qu'en fait, on leur a appris à faire comme ça. Mais naturellement, ça, ils ne le font pas. Donc, ils passent très vite en réalité à autre chose. Si on a quelques outils de reconnexion, en fait, ça va très vite, hein, avec un enfant. Même plus tard, hein, parce que quand j'accompagne des parents d'ados où c'est d'autres problématiques, où c'est différent, euh, il y a d'autres outils, il y a d'autres choses qui peuvent être mis en place, hein, pour reconnecter, pour se reconnecter, pour se remettre dans une relation plus harmonieuse, quoi. Mmh, Mais il y a d'accord. toujours moyen de... Ah bah, oui, oui, c'est sûr, maintenant on a tellement de beaux outils, qu'il faut en profiter, de méthodes qui ont été développées. D'ailleurs, justement, en parlant de problématiques, c'est lesquelles les principales, vers les pour lesquelles on vient te voir? Enfin, celles que tu as eu le plus, en consultation, par exemple? Alors, il y a mille et une problématiques qui Mmh. peuvent exister. Donc, c'est vrai que je vais te faire un exemple. Mmh. Il y a autant d'enfants différents que de femmes différentes, que d'hommes différents. Et donc, de toute façon, même si j'ai tendance à avoir des fois des problématiques qui sont récurrentes, en réalité, c'est jamais la même chose, en fait. Parce que derrière, on va dire un comportement, l'origine peut être de diverses sources. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, pour répondre à ta question, j'ai surtout envie de te dire que j'ai trois problématiques majeures qui reviennent, mais je ne vais pas te parler de problématiques, comment dire, je ne vais pas te dire ce qui revient le plus souvent, par exemple, ce sont des parents qui ont des enfants qui sont dans l'opposition, parce que ce n'est pas vraiment ça. Moi, j'ai plus envie de te répondre en termes de relation. Qu'est-ce qui fait que souvent, les gens rencontrent des problématiques? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et là, j'ai souvent les mêmes il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Et ça va être le manque d'information. Parce que souvent, on rentre dans des conflits avec nos enfants parce qu'on a des attentes qui sont peut-être trop élevées par rapport au vrai stade de développement dans lequel se situe notre enfant. Et donc, c'est un manque d'information, tout simplement. On pense que notre enfant est capable de faire ci ou de faire ça, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et le fait d'acquérir cette information, en fait, ça permet aux parents de lâcher et se dire: ah ok, donc je comprends mieux pourquoi ça se passe comme ça. Et du coup, le parent revoit sa copie
il va se réajuster avec son enfant et ça vient dénouer le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce manque d'information. Je disais tout à l'heure, on ne sort pas de la maternité avec le manuel comment fonctionne un enfant 2.0. Mmh. Et on mériterait tous d'avoir un vrai atelier. Moi, je trouverais ça formidable. Alors, les professionnels en proposent, même moi, j'en propose un qui est un atelier pour préparer les parents à accueillir un enfant de 0 à 1 an, pour qu'ils se préparent en fait à quels sont ses véritables besoins, comment y répondre. Mais de façon plus large, je trouverais ça vraiment normal qu'on puisse donner vraiment une vraie information sur ce que c'est l'arrivée, par exemple, d'un bébé. Parce qu'en fait, personne ne le sait, hein. On apprend tous en même temps qu'on rentre chez nous avec ce bébé. Et on se dit, bon, alors, C'est ça. maintenant, Moi, je me revois, j'ai bon, bah, tu es là, on est là, là, qu'est-ce qu'on fait? c'est ça. Et donc, en fait, c'est en étant avec lui qu'on apprend et qu'on grandit nous-mêmes en tant que parents, en même temps que notre enfant. Donc, Et des fois, voilà, on aurait besoin aussi de l'avoir vraiment de l'information. Donc, souvent, je suis là pour donner de l'information. Souvent, je donne de l'information pour rééquilibrer ou pour sortir d'une problématique. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Souvent, ce qui est normal, il n'y a pas du tout de jugement quand je dis ça. C'est juste un fait. Je ne pense pas qu'on sache comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Comment il réfléchit. On a souvent tendance à projeter que notre enfant, c'est comme un mini-adulte et qui pense comme nous. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des zones qui ne sont pas du tout développées dans le cerveau de l'enfant. Donc, en fait, il ne réfléchit pas comme nous. Avant 5 ans, il n'a aucune projection, aucun visuel mental. C'est-à-dire que nous, quand on pense, on a une image qui nous vient dans la tête. Et en fait, en dessous d'un certain âge, il y a aucune... enfin, ça marche pas, quoi. Donc, il y a toutes ces choses-là qui permettent de sortir des fois d'une situation conflictuelle. Le manque d'information, qui est une problématique, qui est là, une des problématiques majeures. Et après, il y a la gestion des émotions, je dirais en deuxième cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a pas appris, nous, comment gérer nos émotions. Et on ne sait pas ce que c'est une émotion la plupart du temps. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas faire la différence entre c'est quoi une émotion, un sentiment. On ne sait pas forcément la différence. On pense que la colère, on confond la colère avec la violence, alors que c'est pas ça. Et du coup, comme nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce que c'est les émotions et qu'on sait pas, on n'a pas bien, on en a peur souvent. On se dit ah non, je veux pas montrer mes émotions parce que ça nous fait peur de les montrer ou parce qu'on se sent vulnérable, parce qu'on a peur de blesser l'autre en montrant vraiment nos émotions. Voilà, tout ça fait que, en réalité, comme nos enfants sont des êtres émotionnels, ils ne vivent que par l'émotion en fait. Donc souvent, ça vient nous perturber parce qu'on me dit mais pourquoi il hurle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et on se sent démunis parce qu'on se dit parce qu'en fait, ils ne marchent pas comme nous. Et c'est vrai, parce qu'eux sont beaucoup plus connectés en fait à l'instant présent et à l'émotion. Donc quand ils vivent une émotion, ils la vivent comme si c'était la fin du monde, hein. C'est pas de la manipulation. À 2 ans, quand un enfant il vit sa frustration, la frustration, c'est l'émotion de la colère, et ça sort direct. Ça sort direct et c'est naturel. Et c'est d'autant plus naturel il a pas son cortex préfrontal qui est développé et que c'est la zone qui nous permet de prendre du recul. Donc, tu comprends bien que lui, en fait, il est directement connecté à la réaction sans avoir le moyen de se calmer, en fait. Et donc, quand on a compris ça, OK. Et comment on gère ça, du coup? Et moi, je vais être là. Voilà. Et du coup, moi, je vais être là pour outiller les parents comment accueillir leurs émotions, parce que le parent, c'est normal aussi, qu'il vive des émotions, qu'il peut se sentir en colère, qu'il peut avoir peur, et comment je fais avec mes émotions. Et du coup, moi, je m'occupe des émotions du parent. Du coup, il apprend à les gérer, et du coup, lui, déjà, en gérant les siennes, ça va déjà calmer son enfant. Parce que l'enfant, il est en miroir à nous, et il apprend par imitation. Donc, si moi, je suis très énervée, par exemple, mon enfant, il va continuer à être énervé parce que par miroir, en fait, il va absorber l'émotion du parent. Donc, moi, je m'occupe du parent, je lui apprends à gérer son émotion. Et après, je lui donne des outils pour pouvoir aider l'enfant à plus se poser, se canaliser. Voilà. Donc, on a l'information,
Après, on a le problème de la gestion des émotions. Et en dernier, je te dirais que la troisième problématique majeure, c'est le stress, Mm. et, qui est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer Mm. dans la vie de nos enfants. Le stress, il est partout. Alors, nous, en tant que parents, on est stressés parce que voilà, on a un travail, on rentre. Le 5 à 7, il est ric-rac, quoi, parce qu'il va falloir C'est ça. manger. Bah, c'est Tac, surtout ouais, tac. le temps, quoi. On a tellement de choses à faire en si peu de temps. Du coup, toujours le speed et ça fait monter la pression à chaque fois. Enfin, rapidement, ça peut. La pression du temps. Mm. La pression du temps chez le parent, chez l'adulte, elle est très forte, mais elle Mm. est aussi très forte chez l'enfant, puisque à telle heure, on a besoin d'être prêt pour aller à l'école, et à telle heure, il se passe ça. Euh, donc oui, il y a cette pression du temps, ce stress permanent qui Mm. existe sur différentes sphères de la journée, de la semaine. Et ça, c'est un vrai impact sur les comportements débordants des enfants. Et donc, on a besoin de se reconnecter à ça et de se dire, OK, le stress, ben, ça provoque ça comme comportement, ça provoque ça dans le cerveau de mon enfant. Et encore une fois, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie qui va venir nous reconnecter. Parce qu'en fait, quand on est stressé, que ce soit l'enfant, le parent, c'est la même chose. Quand on est stressé, on n'est plus connecté, en fait. Et, euh, Et et en non, on fait, n'est plus dans l'instant, on est dans le mental et oui, et dans et on l'émotion. est dans les réflexes, et on est dans Mm. les réflexes de survie. Mm. Donc, le stress ne nous permet pas, déjà d'une, de réfléchir correctement. Mm. C'est pour ça que faut savoir que la plupart des comportements, on va dire, inappropriés des enfants, c'est à 80%, c'est dû au stress. C'est la plus grosse problématique, hein, clairement, si on veut appeler ça comme ça. Mais aussi des parents, parce que le parent stressé, eh ben, il n'aura pas une réaction adaptée, en fait, en face au comportement de l'enfant. Ça va le stresser encore plus. Et donc, on a besoin de comprendre ce qui se passe là, avec ce stress, et comment on fait pour nous être moins stressés ou le gérer. Mm. C'est faire s'accorder des bulles, hein, pour faire redescendre la pression de tout le monde et remplir nos réservoirs respectifs. Mm. Ouais, Parce que c'est important ça. Mm. trop de stress vient diminuer notre réservoir d'adaptation. Et chez un enfant, eh ben, ça se vide, ça se remplit très rapidement, mais ça se vide aussi encore plus rapidement que pour l'adulte. Donc, il y a besoin de temps de qualité, de connexion, vraiment. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose, mais des petits réajustements permettent de solutionner ça, quoi. Donc voilà, je te Ouais. dirais ça. Ok. Et du coup, pour ceux qui vont visionner cette interview, est-ce que, on va dire en extrait de ce que tu fais, de ce que tu proposes, tu aurais déjà trois premiers conseils à, à prodiguer Oui. Je dirais que le premier conseil que je donnerais, c'est de commencer à s'informer, qui est pour moi la base de tout, c'est lire des livres, voilà, qui peuvent vraiment amener à déjà en premier temps à une première réflexion. Alors je sais que des fois, il y a des gens qui ne sont pas forcément temps ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand même c'est quand même un conseil que je donne. C'est s'intéresser, voilà, au dernier livre qui s'intéresse le sujet de la parentalité positive. Voilà, il y a des auteurs quand même qui sont très connus, qui ont écrit beaucoup de choses. C'est best-sellers, et je peux d'ailleurs t'envoyer une bibliographie où les gens qui sont intéressés, moi je l'envoie avec plaisir, hein, la bibliographie. Ça concerne des auteurs comme Isabelle Filiosa, évidemment, Catherine Guéguen, il y en a plein d'autres, mais pour en citer que deux, ceux-là sont plutôt très importants. Le deuxième conseil que je donnerais, une fois que on a envie de rentrer vraiment dans ce type d'éducation positive, on va l'appeler comme ça, ce serait de faire un atelier parent. Parce que moi, je rencontre beaucoup de personnes, hein, qui me disent mais moi, j'ai lu plein de livres. Et moi, la première, hein, j'étais comme ça. Je lis plein de livres. Je vois pas ce que je pourrais apprendre de plus en atelier.
en fait, l'atelier, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on va revoir des concepts qu'on a pu lire dans un livre, mais là, c'est de la pratique. Et comme je te disais tout à l'heure, quand on essaye de faire différemment de ce que nous-mêmes, on a reçu étant enfant, en termes de pratique éducative, et bien souvent, quand on est à froid, on est en capacité de réfléchir parce qu'on n'est pas stressé. Et du coup, on se dit, ah ben oui, la prochaine fois, j'aimerais peut-être agir différemment. Et en fait, quand on se retrouve à chaud, stressé, dans le rush, et ben en fait, le premier truc qui arrive, c'est pas le truc qu'on a lu, en fait. Mm. Ben, c'est souvent la première réaction de stress, quoi, de décharge, Mm. parce que c'est certainement celle qu'on a eue nous-mêmes étant enfant. Et donc, ben, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on peut comprendre un concept, mais dans la pratique, avoir du mal à le mettre en place. Et l'atelier parent, il permet ça, en fait. Il permet de s'entraîner, de vraiment venir décortiquer aussi, d'arriver avec des vraies problématiques personnelles concrètes. Et avec l'animatrice, eh ben, discuter de ce qui se passe, de ce qui sous-tend. Et ça, voilà, ça permet aussi de mettre en place plus vite, d'arriver à une application plus rapide aussi de tout ça. Chose que, ben, qu'on n'a pas que quand on lit que des livres. Je trouve que c'est intéressant des fois de passer le pas et puis on bénéficie aussi de l'effet du groupe et en général, c'est un moment assez sympa et enfin, voilà. Moi, je donnerais ce conseil-là aussi. Et le dernier, qui est plus, on va dire, en relation avec soi, entre soi et soi-même, c'est de prendre le temps de se connecter à soi plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à un moment donné, peut-être fermer les yeux 5 minutes dans la voiture avant de passer la porte de la maison. Et juste de prendre la température intérieure, de me poser la question, voilà, là, comment je me sens sur une échelle de 1 à 10, mon niveau d'énergie, de me poser la question à moi-même, d'essayer de la sentir, de me demander de quoi j'aurais besoin. Oui. Et si j'ai mon conjoint derrière la porte, je vais rejoindre mon conjoint ou ma partenaire à ce moment-là. Ben moi, j'ai mesuré dans l'état dans lequel j'étais. Voilà, comment je me sentais. Et d'arriver et de le partager, de dire, voilà, moi ce soir, je te fais un exemple. Moi ce soir-là, je suis vraiment fatiguée, je me sens vidée. Je ne me sens pas en capacité, par exemple, de faire le bain aux enfants. Est-ce que toi, tu peux t'en occuper? Par contre, moi, je vais m'occuper plutôt de ça. Et de se répartir les rôles pour gérer la fin de journée, peut-être ensemble, tu vois. Bon, là, si on est dans le cadre d'un couple. Et ça va permettre, en fait, déjà d'une, d'apprendre, moi, à communiquer sur mes besoins, que l'autre puisse le faire aussi, en me disant, et du coup, de se mettre d'accord sur comment se passe la fin de la journée, si on est dans ce cas de figure-là. Du coup, ça va permettre à tout le monde de poser et de savoir comment l'autre il est. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de se poser la question à soi-même de comment on se sent et pour arriver derrière à gérer ce qu'il y a à gérer. On arrive vite, vite, vite et on se met dedans et on explose parce qu'on est tous stressés. Et si on prend ces quelques minutes-là, ça peut être vraiment précieux pour arriver à mieux s'organiser et à poser les choses. Et si on ne peut pas prendre tout de suite le temps pour soi alors qu'on en aurait besoin, on l'entend, on l'écoute ce besoin et on se dit ok, je le prendrai plus tard, mais je ne lui mets pas un couvercle dessus. Je prends en compte mon état, mon émotion, enfin ce qui se passe pour moi et voilà, et je m'en occupe dans la mesure du possible avec ce qui se passe quoi. On s'adapte au moment présent sur les choses qu'on peut ou pas différer quoi. Parce qu'en faisant comme ça, on devient modèle de ça pour nos enfants aussi. Donc voilà, c'est aussi des petites choses comme ça qui permettent à un moment donné de se déstresser. Si on revient sur le sujet du stress. Donc moi, j'invite vraiment les gens à faire de la pleine conscience, mais voilà, par touche et à implémenter ça un peu tous les jours à divers moments pour prendre conscience ben ouais, de ce qu'on vit. Parce qu'il n'y a pas que les enfants, hein. Ça passe d'abord par nous, montrer le chemin. Mais complètement, complètement. Bon, bah, c'est super intéressant. Moi, j'adore, je pourrais écouter encore pendant des heures. Euh,
Bah, du coup, là, je sais plus trop sur quoi continuer parce que tu as tellement bien développé que je n'ai pas vraiment de questions supplémentaires, hormis de conseiller aux gens qui veulent aller plus loin de te contacter. Donc, je sais pas encore où j'arriverai à mettre, à diffuser la vidéo, mais je ferai en sorte que, il y a un indice pour te trouver. Alors, déjà, pour répondre, enfin, déjà, je peux donner peut-être un peu quelques éléments Ouais. supplémentaires. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais moi, ma zone, j'habite près d'Aix-en-Provence, en fait, pour situer. Je suis en Aix-en-Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône, et je suis limitrophe un peu avec le Var, donc je suis pas loin de Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Je consulte à domicile, donc quand c'est dans mon périmètre de déplacement, donc je consulte à Aix, dans le pays d'Aix, jusque dans le Var. J'ai un site internet, donc très simple, selenalunardi.com, c'est assez facile à trouver. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, tout est sur mon site et sur les réseaux. Donc oui, je consulte à domicile, mais je consulte aussi à distance sur toute la France, donc pour les personnes qui ne sont pas sur mon périmètre ou qui préfèrent faire ça à distance à cause du Covid ou autre. Parce qu'il y a des personnes aussi qui préfèrent le faire. Le travail thérapeutique est le même. Donc pour moi, ça marche dans les deux cas. Que te dire de plus? N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. Voilà. Et puis surtout, on est plusieurs coachs parentales en France, formés à la méthode Filiosa. Et si j'ai peut-être un autre conseil à vous donner, il y a beaucoup aujourd'hui, le coaching parental, c'est quelque chose qui est très à la mode, très en vogue. Donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent. Donc, moi, je vous invite vraiment à demander à la personne que vous consultez, voilà, ses références, où est-ce qu'elle s'est formée, sa formation, voilà, combien de temps ça a duré, pour être sûr que vous soyez entre de bonnes mains. Donc moi, je vous recommande vraiment de passer par le réseau Filiosa, là. C'est vraiment une super formation. Il y en a d'autres, des bonnes formations, mais il y a aussi beaucoup d'autres formations qui sont pas aussi sérieuses. Et c'est, je pense, important de s'en prémunir et de bien vérifier que le professionnel à qui vous faites appel a suivi une formation sérieuse. Moi, dans ma pratique, je suis supervisée. Donc, la supervision, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi-même je ressens des difficultés dans ma pratique professionnelle, je fais des consultations professionnelles avec qui je vais exposer le cas. Je ne présente jamais les cas, c'est jamais nommé, c'est toujours anonyme, mais je viens présenter dans quelle mesure je me suis sentie en difficulté. Et du coup, la personne va m'aider à me faire avancer sur mon travail professionnel. Du coup, ça permet vraiment la sécurité du client et de moi-même. Donc, c'est aussi une démarche qui est importante, la supervision. Donc voilà, n'hésitez Merci en pas. tout cas. Et en tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec toi. Et j'espère qu'on aura pu apprendre plein de choses intéressantes à ceux qui nous auront écoutés. Merci à toi de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Ok, bon bah voilà. J'espère te revoir bientôt Eh et à bien oui, bientôt. et puis, merci à tous ceux qui écouteront cette interview. Moi, j'ai pris du plaisir et désolée si j'ai un peu une voix de canard, je suis un peu malade aujourd'hui, mais c'est la vie, on s'adapte. Et oui, toujours, on évolue. Allez, merci à tous. Merci.